Bonjour à toutes et à tous. Rémi Métivier et moi-même sommes très heureux de vous accueillir pour cette toute première réunion d'information au sujet du PEPR Luma. Donc, comme vous voyez et comme vous le savez sans doute, ce PEPR est coordonné, copiloté par le CNRS et le CEA, avec 6 universités partenaires, Aix-Marseille Université, l'Université de Bordeaux, les universités de Lille et l'Université Claude Bernard de Lyon, l'Université de Strasbourg et Sorbonne Université. Donc, comme peut-être certains d'entre vous ne sont pas familiers avec l'origine des PEPR, nous avons souhaité vous faire un petit rappel de qu'est-ce que c'est, un petit décryptage de France 2030, qui est le programme qui finance, entre autres, les PEPR. Donc, France 2030 est un programme du gouvernement français qui a pour cible l'idée de rattraper le retard industriel français en permettant d'investir dans les nouvelles technologies et de soutenir la transition écologique. Et pour objectif, ce programme se fixe donc 10 objectifs qui sont classés en 3 catégories. D'abord, mieux produire avec l'idée de favoriser une industrie décarbonée, la génération, la production de nouveaux réacteurs nucléaires innovants, la promotion des véhicules électriques et hybrides, la fabrication d'un avion bas carbone et puis l'hydrogène vert qui est produit à partir d'énergies renouvelables. Aussi, mieux comprendre en se concentrant sur les grands fonds marins et l'aventure spatiale. Et enfin, mieux vivre avec la promotion d'une alimentation saine, des contenus culturels et créatifs et la production de biomédicaments. Donc, ce sont ça, en gros, les grands objectifs du programme France 2030, dans lequel donc, il est financé avec 54 milliards d'euros, parmi lesquels 5,5% sont plus particulièrement dédiés à la recherche via des programmes qui sont intitulés des programmes et équipements prioritaires de recherche, donc les PEPR, dont les objectifs sont de faire émerger une recherche amont à fort impact, à la fois scientifique, économique et sociétal, de stimuler des recherches interdisciplinaires et de développer et de structurer des infrastructures de recherche de pointe. Et nous allons essayer de vous expliquer de quelle manière le PEPR Luma essaie de répondre à ces 3 objectifs des PEPR. Ensuite, du point de vue des principes, le pilotage des PEPR a été confié aux organismes nationaux des recherches avec une participation d'universités partenaires, comme c'est le cas de l'UMA et comme je vous l'ai décrit dans le premier transparent. Ces PEPR vont financer des thématiques stratégiques avec un effet structurant pour la communauté. Et il en existe 2 types. D'une part, des PEPR qui visent les stratégies nationales, donc des PEPR d'accélération en lien avec les stratégies nationales et dont la sélection est basée sur une décision du gouvernement. Et des PEPR exploratoires comme l'UMA, qui finance plutôt de la recherche amont et qui vise à terme de faire émerger de nouvelles stratégies nationales et pour lesquelles la sélection se fait plutôt via un appel à proposition, et c'était le cas de l'UMA. Alors, juste pour rappel, je ne vais pas insister là-dessus, mais là, on passe du total de France 2030 à 5,5%. Sur les 5,5%, il y a 3,5% qui sont dédiés aux stratégies nationales d'accélération. Là, vous voyez la vingtaine de PEPR d'accélération qui ont été sélectionnés donc, par le gouvernement avec des mots-clés que l'on entend au quotidien comme l'hydrogène, la cybersécurité, la santé numérique, les technologies, la 5G, l'intelligence artificielle et ainsi de suite. Pour ce qui est des PEPR exploratoires, donc il reste, sur le total, il reste 2% du budget total de France 2030, donc pour 1 milliard d'euros. Ce sont les PEPR exploratoires qui ont été sélectionnés via 2 vagues d'appel à proposition. D'abord une vague 1 dont les projets ont été sélectionnés en septembre 2021 pour un montant total de 200 millions d'euros, donc 4 projets ont été sélectionnés. Et une vague 2 dont les résultats ont été annoncés en juillet 2022, où 13 programmes ont été sélectionnés pour un budget total de 605 millions d'euros. Donc, pour information, il y a une 3e vague qui est en cours, puisque, vous voyez, il y a 1 milliard d'euros au total qui va financer ces programmes. Donc, il reste presque 200 millions d'euros. Donc, il y a 3 à 4
PEPR de vague 3 qui seront encore financés et l'analyse, leur évaluation est en cours. Donc, pourquoi les interactions lumière-matière? Parce que dans le contexte global, les organismes de recherche, donc les copilotes, ont considéré que c'est une thématique d'intérêt et qui répond parfaitement aux objectifs qui ont été fixés par le gouvernement pour le cadre des PEPR. Et aussi, quand on regarde comment on se positionne par rapport au niveau international, on voit qu'il y a de nombreuses initiatives internationales, mais celles qu'on voit sont essentiellement soit disciplinaires, donc liées à une discipline comme la science des matériaux ou la photonique, ou bien très thématiques, centrées sur la photocatalyse, le photovoltaïque, ou bien sur les lasers, donc il y en a un en Europe, un autre en Amérique du Nord, ou bien locales, qui sont promues par des instituts et des universités. Et partant du constat que dans le domaine de l'interaction lumière-matière, nous avons en France des forces vraiment considérables, avec, dans le cas de l'UMA, on a pré-identifié, disons, dans le périmètre scientifique de l'UMA, au moins 28 universités, plus de 150 laboratoires, plus de 1000 ingénieurs, enseignants-chercheurs et chercheurs, et des réseaux thématiques qui sont animés, des infrastructures de recherche de pointe et aussi des groupes industriels ou des grands groupes ou des PME. Et donc tout ça, ça motive et ça donne le cadre et l'idée de constituer un programme national autour des interactions lumière-matière. Ami. Merci. Donc, je vais continuer la présentation. Donc, l'UMA, il existe déjà des technologies variées qui sont basées sur l'utilisation de la lumière dans notre quotidien, tels que panneaux solaires, systèmes d'éclairage, d'affichage, de stockage de données. Mais les applications qui exploitent la lumière sont quand même relativement peu nombreuses et elles sont basées essentiellement sur des matériaux semi-conducteurs inorganiques avec des efficacités qui restent limitées ou bien des problèmes de durabilité. Donc, on est à la croisée finalement aujourd'hui de deux révolutions qui permettent d'imaginer de nouvelles perspectives par rapport à ces applications exploitant la lumière. La première de ces révolutions, elle tient au meilleur contrôle par la lumière. Donc, nous avons maintenant accès à des sources laser de haute performance avec des impulsions ultra courtes, par exemple. Et puis, d'un autre côté, des sources de lumière portables, miniaturisables, à faible coût et consommant peu d'énergie. Et donc, tout cela permet d'utiliser la lumière et d'exploiter les ressources instrumentales différemment de ce qu'on pouvait le faire il y a ne serait-ce que 10 ans. D'autre part, les communautés de chimistes, de physiciens et de biologistes conçoivent et assemblent de façon beaucoup mieux maîtrisée qu'auparavant les molécules au sein de systèmes complexes avec des propriétés complémentaires et tout cela pour aboutir à des matériaux photoactifs qui permettent de contrôler et d'exploiter encore mieux les propriétés de la lumière pour des applications plus performantes. Donc tout cela nous permet de juger, et c'était la motivation scientifique de l'UMA, d'exploiter les interactions lumière-matière pour répondre aux défis sociétaux actuels auxquels nous sommes confrontés. Et là, on pense évidemment aux technologies vertes. Et on peut difficilement imaginer plus vert que la lumière pour l'énergie, pour l'industrie, pour la protection de l'environnement, du patrimoine, de la santé. Et tout cela grâce à une science qui est réellement aux frontières entre biologie, chimie, physique, sciences de l'ingénieur. Et pour y parvenir, nous avons identifié qu'il fallait mieux structurer les communautés nationales qui sont au niveau de l'étude et de l'exploitation de ces interactions lumière-matière, et puis les plateformes instrumentales qui existent dans les laboratoires, mais que nous pourrions porter au meilleur niveau international et rendre accessibles aux utilisateurs. Alors, les grands défis que nous adressons dans le cadre de l'UMA, nous avons identifié des enjeux tout à fait généraux et tout à fait transversaux entre toutes les actions de l'UMA qui concernent le contrôle spatio-temporel du dépôt d'énergie qui donne lieu ensuite aux différents processus élémentaires physico-chimiques, mais également l'efficacité de la conversion de l'énergie lumineuse vers, par exemple, la transformation de la matière, etc. Et puis aussi un grand enjeu de photostabilité, la durabilité des dispositifs, et puis les enjeux de préservation, de protection des organismes ou des matériaux.
Et donc, nous avons décliné cela en grand défi scientifique LUMA, que nous avons intitulé « Vers une photoscience intelligente ». Alors là, il s'agit de mieux comprendre les dynamiques élémentaires complexes grâce à des instrumentations les plus avancées aux petites échelles de temps et d'espace, tout cela pour mieux contrôler la photoréactivité et l'orienter. D'autre part, des photons pour les technologies vertes, donc là on pense aux dispositifs pour l'énergie et l'industrie, et notamment grâce à des systèmes hybrides, naturels, artificiels, pour des systèmes de production propres. Et enfin, la lumière pour protéger à la fois la santé, l'environnement, le patrimoine. Un enjeu très transversal, ça consiste à mieux comprendre les origines et le fonctionnement, les étapes élémentaires de ce photovieillissement qui intervient un peu partout, et puis la photoprotection dans le domaine de la santé, le photodiagnostic, la photopharmacologie, les médicaments photoactivables. Alors voilà pour la motivation initiale et le fond scientifique de l'UMA. Alors maintenant, pour le montage de l'UMA, nous sommes passés par plusieurs grandes étapes que l'on va décrire maintenant. Donc en 2021, le gouvernement a lancé un appel pour les PEPR exploratoires, et donc une première vague avec un dépôt de lettres d'intention en mai 2021, auquel nous avons répondu. Donc, il y avait à ce stade quasiment 70 lettres d'intention qui ont été ensuite appelées à être un peu remaniées. Et puis ensuite, une vingtaine de dossiers de lettres d'intention ont été retenus pour déposer un dossier. Donc, nous avons fait partie de cela. Il a fallu faire vite parce que nous avions pratiquement qu'un mois pour répondre. Et c'est là que certains d'entre vous qui assistaient au webinaire, je pense, vous vous souvenez peut-être, vous aviez été sollicités pour contribuer à ce brainstorming et pour constituer le dossier. Nous avons fait partie des PEPR, enfin des propositions de PEPR auditionnées, 8 ont été auditionnées, mais que 4 n'ont été sélectionnées. Donc là, patatras, nous avons dû retravailler pour resoumettre le dossier. Donc là, on va parler de l'UMA 2, deuxième version, en vague 2. En décembre 2021, nous avons passé une audition en février. Et là, bonne nouvelle, nous avons été sélectionnés en juillet 2022. Alors, nous n'étions pas tout à fait au bout de nos peines, et c'est la période là où nous en sommes, la période de mise en place, c'est-à-dire que nous avions été sélectionnés, mais il y a eu un remodelage important à faire puisqu'il y a eu une réduction budgétaire par rapport à ce que nous avions demandé, donc pratiquement de moitié. Donc, il a fallu renégocier et revoir les contours et les actions que nous pourrions réellement mener dans l'UMA 3e version. Et puis, en décembre 2022, la décision Première ministre qui a définitivement validé cette nouvelle mouture de l'UMA et un début de programme officiel sur le papier de janvier 2023 qui ouvre l'éligibilité des dépenses. Mais les budgets ne sont pas encore là, c'est-à-dire qu'il y a contractualisation de l'ANR des différentes actions, préparation de l'ensemble de nos actions, appels, etc., recrutement, site web, tout, on en parlera plus tard. Mais tout ça, c'est ce qui nous occupe jusqu'à maintenant. Et un kick-off sera programmé, c'est entre les mains maintenant du ministère et des cabinets respectifs, du PDG, du CNRS et du CEA, pour se mettre d'accord sur un kick-off meeting de l'UMA plutôt après l'été, à l'automne. Et donc voilà, maintenant le déroulement du programme sur 6 ans, en 2023 jusqu'en 2028. Alors comme là, il y a un peu de retard étant donné qu'il y a besoin de contractualiser et de lancer les actions, ça s'étalera probablement au-delà de 2028 jusqu'en 2029. Alors, une carte d'identité en un clin d'œil de l'UMA, l'architecture du programme sur 6 ans, dotée de 40 millions d'euros. Ça consiste en 2 grands volets. Un volet de plateforme, 2 grandes plateformes distribuées à l'échelle nationale sur différents sites. Ultrafast d'une part, donc tout ce qui relève de spectroscopie rapide, et puis opérando prototypage pour les dispositifs. Alors, ce volet-là sera décliné en 2 actions ciblées, ultrafast opérando. Donc, action ciblée, là, on va rentrer un petit peu dans le cœur des différents outils dont disposent les PEPR pour mettre en œuvre les programmes. Donc, les actions ciblées, celles pour les plateformes de rang 1, qui ont été définies dans les dossiers qui ont été soumis au jury, etc. Donc, celles-ci peuvent démarrer d'emblée. Donc, elles sont en phase de contractualisation. Et puis, un deuxième round de plateformes qui passera par appel à manifestation d'intérêt. Ensuite, la recherche thématique. Alors, malheureusement, l'UMA ne pourra pas couvrir tous les champs de recherche qui relèvent de l'interaction lumière-matière, mais 4
thématiques prioritaires ont été identifiées dans notre deuxième version et troisième version de l'UMA: chiralité, énergie-environnement, chimie, photochimie, matériaux et santé. Et donc cela passera par un appel ouvert à manifestation d'intérêt qui débouchera sur 4 actions ciblées que nous avons décidé de baptiser Moonshot Project sur ces 4 thématiques. Et puis, ces actions ciblées seront complémentées par des appels à projets de recherche thématique, de modélisation, et par un appel à projet de Joint Research Activities qui se situe à l'intersection de plusieurs plateformes et d'utilisation dans le cadre de ces recherches, qui seront décrites. Tout cela va être décrit plus précisément dans les transparents suivants. Alors, je vais simplement décrire rapidement tout de même le contenu de ces actions ciblées recherche dans un premier temps, qui sont dotées de 8 millions d'euros. Donc, une première action sur la chiralité. Et donc là, je pense que je n'ai besoin de convaincre personne que l'intrication finalement de la chiralité, de la matière et de la lumière ouvre de nouveaux paradigmes presque révolutionnaires dans le domaine des interactions lumière-matière, et que ça ouvre des perspectives assez incroyables dans le domaine des propriétés inédites que cela peut donner. Et donc, nous avons dégagé 3 grands axes. Les nouvelles spectroscopies chiroptiques pour explorer cette chiralité, l'encodage de la chiralité lumière sur la matière ou vice-versa, et puis tout ce qui relève de spin électronique, ingénierie topologique avec la lumière chirale. Donc ça couvre à la fois les lasers, les matériaux, l'holographie, des aspects de nanoplasmonique, etc., de matériaux anciens également. Ensuite, un deuxième aspect sur l'énergie et l'environnement. Donc là, ça tourne surtout autour de la photoélectrocatalyse, pour optimiser les capacités de collection de lumière, pour avoir des systèmes hybrides couplant plusieurs fonctions, notamment par exemple des fonctions intégrées de capture de CO2. Et également comprendre les processus de dégradation et de photoprotection, cela pour avoir des dispositifs réellement exploitables et aller justement vers des dispositifs à plus grande échelle pour la production notamment de carburant solaire jusqu'au prototypage. Ensuite, les 2 autres actions ciblées concernent la photochimie et les matériaux. Et donc là, il s'agit d'améliorer les possibilités de photoconversion, de transformation de la matière en solution, par exemple, en exploitant toutes les gammes d'énergie de la lumière, des X UV jusqu'aux proches infrarouges, ou alors des photoréacteurs microfluidiques. Également un aspect photostructuration qui exploite le nano-confinement de la lumière et de la matière pour de l'écriture, de l'analyse 3D, etc. Et puis, photofabrication bottom-up sur de larges surfaces pour des systèmes optiques actifs, par exemple avec des auto-assemblages hors équilibre, avec des impulsions laser courtes, etc. Et puis ensuite, la santé. Et donc là, il y a des aspects de conception d'objets, de nano-objets, par exemple, multifonctionnels, innovants, photosensibilisateurs, mais également les méthodes optiques avancées, les faisceaux lumineux non conventionnels pour arriver à déposer localement dans le temps et dans l'espace l'énergie lumineuse et mieux contrôler les photothérapies, bien comprendre l'ensemble des processus et surtout aller jusqu'au développement de prototypes pour les applications cliniques. Voilà, je vais laisser la parole à Catherine pour la suite. Ah non, pardon, la partie calendrier mise en place, excusez-moi. Donc, pour ces appels, pour ces actions ciblées de recherche thématique, quel va être le processus? Le calendrier va être le suivant. Donc, cet été, donc entre juillet et septembre, l'appel à manifestation d'intérêt pour ces 4 Moonshot Projects sera lancé. Et en parallèle, nous programmerons un workshop préparatoire. Tout cela pour permettre la constitution de consortiums. Ces Moonshot Projects, on attend à ce que ce soit des consortiums interdisciplinaires de l'ordre de grandeur, par exemple, une dizaine de laboratoires ou d'équipes, pour répondre aux objectifs que je viens de décrire juste avant. Et donc, après avoir soumis les propositions de consortium dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt, il y aura sélection de 4 consortiums qui constitueront nos 4 Moonshot Projects. Mais il va falloir, du coup, mettre en place ces Moonshot Projects qui seront des actions ciblées en préparant les dossiers à partir de janvier 2024 pour un lancement effectif, un déblocage des fonds et un lancement effectif à partir de la fin de l'hiver ou du printemps 2024. Voilà, merci Ami. Et donc, à la fois pour permettre à toute cette recherche interdisciplinaire de se mettre en place, mais aussi pour répondre à un des objectifs qu'on vous a annoncé au début des PEPR, qui est la structuration de la communauté
mais aussi des plateformes de recherche de haute qualité. Donc, l'UMA met en place pour une partie considérable de son budget, plus de 40%, 43% exactement, la mise en œuvre de plateformes de recherche qui sont constituées dans un réseau national, structuré en deux infrastructures distribuées. D'une part, l'infrastructure Ultraphase, dont le responsable est Pascal D'Oliveira, qui comprend, mais évidemment cette liste ne peut pas être exhaustive, mais des lasers XUV à 2 secondes, d'autres types de lasers dont les durées d'impulsion vont de la femto à la milliseconde, des spectroscopies multidimensionnelles, des techniques de type pompe-son qui permettent donc de sonder les dynamiques de la matière, mais aussi la nanofabrication. Donc, en gros, ce sont des outils pour étudier les phénomènes ultra rapides, comme le nom l'indique. Et d'autre part, une infrastructure distribuée, opérando prototypage, donc avec 2 volets, dont le responsable est Jean-Pierre Simard, et qui vise à étudier, avec la résolution temporelle des systèmes, de déterminer des structures, de tester des dispositifs en fonctionnement, de l'intitulé d'opérando, et aussi de permettre de développer des prototypes à grande échelle, et en particulier des prototypes de conversion de l'énergie, par exemple de l'énergie solaire, à l'énergie chimique. Et alors, ces plateformes, vous voyez ici une carte de France avec le code couleur qui est le nôtre, avec Ultrafast en bleu et Opérando prototypage en marron. Vous voyez les premiers sites des plateformes qu'on appelle de round one qui ont été sélectionnés et dont la mise en place est en cours. Donc, toutes ces actions démarrent administrativement, disons, au 1er janvier 2023. La mise en place et la contractualisation est encore en cours. Et comme nous voulions laisser le temps, Rémi vous a expliqué que pour le premier dépôt, nous avons dû travailler en 5 semaines et que, évidemment, ce programme est destiné à l'ensemble de la communauté, donc nous souhaitons l'ouvrir le plus possible. Nous avons gardé la possibilité de lancer à l'automne 2023 un round 2 de plateformes afin de compléter ce paysage, ce panorama de plateformes Ultrafast et Opérando prototypage avec de nouvelles plateformes. Donc, pour ça, il y aura un appel à projet donc, à l'automne 2023 avec une décision qui sera prise avant la fin 2023. Ça sera plutôt un appel à manifestation d'intérêt interne et des actions ciblées complémentaires seront lancées dès le début de 2024. Ce qui est important de savoir, c'est que vous voyez à gauche du transparent que ces plateformes viennent soutenir la recherche thématique selon les 4 thèmes, 4 axes décrits par Rémi. Et afin de nous assurer que les propositions que nous recevons, parce qu'on fait des choix sur la base des propositions qui nous sont remontées par vous-même, par la communauté, par les laboratoires, les hébergeurs de plateformes, on s'est muni d'un comité d'utilisateurs qui sont les scientifiques, qui sont les premiers bénéficiaires de ces plateformes et qui nous aideront et qui nous guideront dans les choix techniques qui seront faits, à la fois pour les plateformes de rang 2 et puis pour des opérations, pour des appels à projets complémentaires de développement instrumental que l'on va décrire par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va financer, que l'UMA va financer autour des actions ciblées plateformes? Donc, le budget total qui est alloué à ça, c'est 15 millions d'euros. Donc, dans un premier temps, il y aura l'animation d'un réseau national de plateformes LUMA. Donc, l'ensemble, donc les 2 infrastructures décrites vont être animées d'un bloc, dans le cadre d'un réseau national qui sera animé par le PEPR. L'UMA va financer aussi ces actions ciblées des équipements scientifiques et des méthodes nouvelles autour de certains sites de ces plateformes et va assurer un support technique pour la mise en œuvre des plus gros de ces équipements. Parce que dans les investissements, il y aura des petits investissements ou alors des petits équipements et puis des gros équipements qui nécessitent un support technique de type ingénieur de recherche pour la mise en œuvre des équipements. Ensuite, pour la deuxième partie, donc pourquoi tout ça? C'est pour permettre l'accès de tous les scientifiques français à tous ces moyens de recherche qu'on espère exceptionnels qui vont être mis à la disposition de la communauté. Et comment ça va se produire? On s'est inspiré du mode de fonctionnement des très grands instruments de recherche avec une soumission donc, par un point d'entrée unique. Donc, ce sera
un portail en ligne qui sera rattaché au site web du PEPR Luma, dont on va vous parler par la suite. Donc, il y aura un portail en ligne pour la soumission des propositions d'expérience autour de ces plateformes qui seront ensuite évaluées en termes de faisabilité par les scientifiques et les ingénieurs qui font tourner ces plateformes, avec la possibilité d'un réaiguillage au cas où on trouverait qu'il y a une autre plateforme du réseau Luma qui répond mieux aux besoins de recherche qui sont exprimés. Et ensuite, et ça c'est l'étape, je dirais, cruciale, c'est l'évaluation scientifique par un comité d'experts. Donc, on va constituer un comité de scientifiques qui seront dans tous les laboratoires, qui vont évaluer la qualité scientifique et l'impact attendu de ces projets de recherche. Et donc, la sélection des projets, puisqu'évidemment, la disponibilité de ces temps d'expérience, ces temps de façon n'est pas infinie. Donc, nous allons nous servir de l'expertise de ce comité d'experts pour sélectionner les meilleurs. Et donc ensuite, il y a évidemment l'accès à la plateforme avec tout le support technique, et non seulement technique, support scientifique et technique qui sera assuré par les équipes locales. Et donc à la fin des temps d'expérience, on demandera aux équipes qui ont accédé aux plateformes de faire un rapport et donc de répondre à une enquête de satisfaction qui devrait nous permettre d'améliorer la qualité de l'accès que l'on va vous donner. Donc, enfin, qu'est-ce que va financer du point de vue des utilisateurs l'action ciblée plateforme Luma? Il y aura une prise en charge des frais d'accès aux plateformes, parce qu'évidemment, faire tourner des plateformes, ça a un coût. Et donc, tous ces coûts pour la partie qui sera allouée, donc distribuée via le PEPR Luma, les coûts seront pris en charge en partie par le PEPR Luma. Il y aura évidemment, comme je l'évoquais précédemment, un support scientifique et technique, y compris qui peut aller jusqu'au traitement des données expérimentales, qui sera offert à ceux qui vont accéder à la plateforme. Et enfin, une prise en charge des frais de mission dans le cas des temps d'expérience qui requièrent le déplacement d'équipes plus importantes. Parfois, il peut y avoir une expérience qui nécessite juste l'envoi par la poste, par exemple, d'un échantillon, auquel cas il n'y a pas de frais de mission à prendre en compte. Il y a d'autres expériences qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus longues, qui requièrent le déplacement de toute une équipe. Donc, l'UMA va pouvoir financer la prise en charge donc des frais de mission jusqu'à 2 utilisateurs par expérience en fonction de la nature et de la complexité des plateformes. Donc, enfin, les appels à projets. Donc, on a parlé jusqu'à présent des actions ciblées. Donc, ce sont à la fois les actions de recherche thématique pour lesquelles des choix ont été faits, comme l'a décrit Rémi. Ensuite, des plateformes que je viens de vous évoquer. Ce que j'aurais peut-être dû dire aussi, c'est que, évidemment, là, on n'a pas eu le temps d'aller dans le détail de tous les équipements qui seront disponibles, mais il est tout à fait dans notre intention, et ça sera une de nos premières tâches dans les semaines à venir, de mettre à la disposition de l'ensemble de la communauté via le site web du PEPR tout le détail de ces plateformes, notamment celles de Round One qui sont en cours de contractualisation. Donc, pour parler des appels à projets, donc il y aura un appel à projet recherche thématique, donc financé avec un budget de 9,1 millions d'euros, qui seront des projets sur les mêmes thématiques, c'est les mêmes axes de recherche thématique que les Moonshot Project, mais qui vont pouvoir financer des recherches complémentaires de ce qui est financé dans les Moonshots. Parce qu'il est possible, nous avons défini un cadre, c'est celui qui a été soumis au jury international et évalué favorablement par le jury international, mais il est possible que lors du dépôt des appels à manifestation d'intérêt pour les actions ciblées recherche, que toutes ces thématiques ne soient pas couvertes. Donc l'idée derrière ces appels à projets de recherche thématique, c'est de pouvoir financer le complément, donc ce qui n'aurait pas pu être financé parce qu'il n'y a pas eu de proposition ou que le budget était insuffisant, mais pouvoir couvrir au mieux possible l'ensemble des thématiques de recherche définies autour de ces 4 grands axes. Et donc, ces projets seront, à la différence des projets ANR standards, seront des projets un tout petit peu plus gros. On vise plutôt des montants de l'ordre de 800 kg et ils vont s'appuyer, donc on demande à ce que ces projets s'appuient aussi, comme les Moonshot Project, sur les réseaux de plateformes de l'humain, pour assurer un écosystème cohérent. Ensuite, il y aura un appel à projet modélisation multi-échelle qui est dédié aux interactions lumière-matière, donc financé par un budget d'1,6 million d'euros, qui va permettre de financer la modélisation, évidemment en lien avec les thématiques des recherches financées dans les moonshots et les appels à projets thématiques,
mais aussi de développer de nouveaux outils de modélisation innovants et de soutenir la recherche expérimentale qui sera réalisée dans les plateformes. Et enfin, puisque dans les financements autour des plateformes, on n'a pas prévu pour l'instant de développement nouveau, mais plutôt l'acquisition et la mise en œuvre d'équipements qui existent, donc commerciaux, nous avons souhaité complémenter ou assurer un complément et permettre le développement, le co-développement d'instrumentation unique et nouvelle qui n'est pas disponible commercialement par les spécialistes que nous avons dans les plateformes, dans les sites du réseau national de plateformes, pour répondre à de nouveaux besoins de la communauté scientifique. Donc, un lien, évidemment, avec la communauté scientifique et en s'appuyant sur l'expertise des plateformes. Donc, pour le calendrier de ces appels à projets, donc pour ce qui concerne l'appel à projet recherche thématique et l'appel à projet modélisation multi-échelle, le calendrier prévisionnel tout à fait que nous proposons est de lancer ceci après avoir lancé évidemment les actions ciblées qui sont notre priorité actuellement. Donc, publier les appels à projets au printemps 2024 avec des réponses en juillet, pour pouvoir sélectionner les projets, donc annoncer les résultats à l'automne, donc en octobre 2024, et un début des projets, de nouveaux projets de ces projets en janvier 2025. Et enfin, pour ce qui est des appels à projets pour les Joint Research Activities, donc ce sont ces projets de co-développement instrumental de dispositifs, d'expériences qui ne sont pas disponibles commercialement, donc qui sont le résultat de R&D qui serait mis en œuvre dans le cadre des plateformes. Donc pour ça, il y a un décalage un peu dans le temps, s'il nous est permis par l'ANR, parce que ce qu'il faut dire, c'est que tous ces appels à projets seront opérés par l'Agence nationale de la recherche. Donc nous allons être à l'origine du contenu des appels à projets et des lettres de cadrage, mais du point de vue technique, administratif, tout sera lancé et opéré par l'Agence nationale de la recherche. Et donc, on aura sans doute un seul appel à projet avec deux vagues. Donc, une première vague qui est la recherche thématique et la modélisation, et une deuxième vague pour ces Joint Research Activities. Et la raison, et c'est ça notre souhait, et la raison, c'est qu'on voudrait laisser le temps des plateformes de rang 2 d'être sélectionnées, de s'installer, de démarrer, et pour voir de quoi a-t-on besoin au niveau de cette thématique et au niveau de la communauté comme complément qu'on pourrait co-développer autour de ces Joint Research Activities. Et donc là, je redonne la parole à Rémi. Merci. Donc, on va résumer, là on arrive vers la fin de la présentation, hein. Donc, on résume tout ce qu'on vient de vous expliquer dans le cadre d'un calendrier général, l'UMA, qui s'étale entre 2023 et, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à 2029. C'est-à-dire que les plateformes distribuées, donc de rang 1 et de rang 2, les rangs 1 ont démarré, voire même déjà fin 2022, hein, la mise en place de ces actions ciblées. Et puis en 2023, via AMI puis actions ciblées, pour pouvoir démarrer en 2024 et jusque mi-2029 environ. Ensuite, la recherche thématique des Moonshot Projects est également autour de l'été pour une mise en place au printemps 2024, les 4 actions ciblées correspondant aux 4 thématiques de recherche de l'UMA. Et puis les appels à projets un peu décalés dans le temps, donc les appels à partir de début 2024 pour des projets qui démarreraient effectivement, et un petit peu décalés comme l'a décrit Cataline pour le Joint Research Activities en réalité, pour pouvoir démarrer fin 2024, voire voilà, courant 2024. Et tout cela avec une base de gouvernance qui constitue elle aussi une action ciblée qui est en cours de finalisation en ce moment et qui est nécessaire pour tout l'ensemble de l'implémentation de l'UMA, avec des missions de communication, d'animation scientifique, aussi un budget que l'on pourra un peu consacrer pour des actions très ponctuelles internationales, par exemple, ou de valorisation, mais sinon, c'est surtout pour du reporting. Là, on va avoir besoin, et c'est là que je voudrais juste insister sur le fait que les actions ciblées Moonshot, par exemple, les coordinateurs sont directement impliqués avec la gouvernance
pour tout ce reporting d'indicateurs, etc., que l'on nous demande de rendre chaque année, avec également une évaluation importante à mi-parcours par le jury international qui vérifie que l'on respecte l'avancement prévu. Alors, mi-parcours, peut-être pas tout à fait, sans doute plutôt au bout de 4 ans, c'est en cours de définition avec l'ANR, et puis une évaluation finale en fin de programme. Voilà. Une dernière information concernant la gouvernance. Donc, les PEPR sont sous la responsabilité des copilotes. Donc, pour l'UMA, le CNRS et le CEA. Donc, ce sont le PDG du CNRS, Antoine Petit, et l'administrateur général du CEA, François Jacques, qui sont à la tête de l'UMA. Un comité de pilotage au sein duquel figurent les responsables des différentes universités partenaires notamment, et qui a un rôle de définition stratégique des grandes directions du programme. Un conseil scientifique constitué de personnalités scientifiques, académiques ou industrielles, et qui permettront d'intervenir ponctuellement dans le déroulement. Et puis, au centre de tout ça, les directeurs de programme assistés de 2 chefs de projet et d'un chargé de communication qui constituent le comité de direction. Pour les actions elles-mêmes de recherche, il y aura un comité recherche qui sera constitué des directeurs de programme et surtout des coordinateurs des 4 Moonshot Projects que l'on a décrits tout à l'heure, chiralité, énergie, environnement, photochimie, matériaux, santé. Donc, ce comité de recherche, également un comité infrastructure avec les coordinateurs des actions ciblées infrastructure, assistés par un chargé de mission plateforme, et également le président du comité des utilisateurs. Et les différents membres des comités recherche et comités infrastructure constitueront le comité exécutif qui se réunira régulièrement pour suivre et implémenter tout du long des 6 années le programme LUMA. Il y a également un comité d'utilisateurs et un comité d'experts qui se situent entre le comité de direction et le comité infrastructure, comme l'a décrit tout à l'heure Cataline. Le comité d'utilisateurs est essentiel pour s'assurer de la bonne marche de l'ensemble, puis le comité d'experts pour sélectionner les demandes d'accès aux plateformes. On peut annoncer aujourd'hui la naissance du site web LUMA, aujourd'hui même, donc qui vient d'être mis en ligne, pepr-luma.fr, qui est maintenant accessible. Ça s'est débloqué tout récemment et donc maintenant les pages vont arriver au fur et à mesure. Vous avez maintenant accès à une page d'information générale sur LUMA grâce à ce site. Les pages suivantes vont arriver très vite, qui permettront d'avoir tous les détails sur les périmètres du programme, sur les actions ciblées, les appels à projets à venir. Et également, ce sera le point névralgique de la diffusion d'infos pour les actualités. Et puis les recrutements qui seront un point extrêmement essentiel pour la bonne marche du programme, avec les recrutements d'ingénieurs, de postdocs ou de doctorants dans le cadre de tout ce qui est financé par l'UMA. J'en profite, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce qu'on voit passer quelques questions sur le partage des slides. Finalement, l'ensemble des informations que l'on vous donne, on n'a pas forcément, on trouve que le plus intéressant, c'est de vous le transmettre via ce site web, qui est un site vivant. C'est-à-dire que quand il y a des mises à jour d'informations, on pourra le faire via ce site web. Et puis, il y aura également un portail plateforme spécifique à venir, qui n'est pas encore lancé pour le moment, mais qui servira à déposer les demandes d'accès aux plateformes, traiter ces demandes, les sélectionner, les financer et gérer l'ensemble de la base de données correspondante. Voilà, et je pense que nous pouvons vous remercier pour votre attention. C'est aussi l'occasion de vous présenter Sarah Garçon, qui est notre première chef de projet LUMA, embauchée ce mois-ci, et qui maintenant nous accompagne et je pense nous permettra d'avancer avec un rythme encore plus élevé que jusqu'à maintenant. Vous avez nos adresses mail pour nous contacter si vous le souhaitez. Nous allons de notre côté certainement vous recontacter pour savoir si vous acceptez ou pas de nous laisser vos adresses mail pour constituer une liste de diffusion qui là aussi sera essentielle pour qu'on puisse diffuser ou vous prévenir lorsqu'il y a des informations importantes, des appels à sortir et des choses comme ça. Donc, encore merci pour votre attention.